Et si l'ennui, cette émotion qu'on cherche à effacer, était en réalité la clé de ta créativité et de ton équilibre? Dans la vie, même si nous sommes tous différents, quelle que soit notre religion, notre nationalité, nos opinions politiques, sexe, orientation sexuelle ou âge, il existe des expériences que nous avons tous en commun. Des choses que nous allons tous vivre. Ce qui, malgré notre unicité infinie, finit par nous rassembler. Hormis quelques exceptions dues à des maladies mentales ou troubles de l'esprit, nous allons tous au moins une fois tomber amoureux, ressentir de la colère, éprouver de la honte, mentir, fuir, puis braver un danger. C'est justement cet amalgame d'émotions communes qui permet à l'humanité de transmettre son savoir aux générations suivantes. Et ceci grâce à un outil formidable qu'elle cherche à perfectionner depuis ses débuts. Les histoires. Mais au fond, qu'est-ce qu'une histoire ? C'est la capacité à transmettre des émotions basées sur des événements fictifs ou réels d'un esprit à un autre. Je peux, à cet instant, me plonger dans l'esprit de Pierre Bezoukov, personnage emblématique du roman Guerre et paix de Tolstoï, et vivre à ses côtés les conflits entre Napoléon et la Russie, tout en étant tiraillé entre l'envie d'aider mon prochain et celle de m'aider moi-même. Je peux aussi me glisser dans la peau d'Hélène Gégado, tueuse en série française qui se faisait engager comme cuisinière pour empoisonner ses employeurs à la belladone. Son histoire est racontée par Jean Telet dans le livre Fleurs de tonnerre. Et je peux aussi me perdre dans les pensées d'un empereur philosophe comme Marc Aurèle et affronter avec lui des défis que seul le stoïcisme permet de surmonter. Puis avec le temps, nous avons développé d'autres supports d'histoire que les transmissions orales et les livres. Ainsi sont apparues les bandes dessinées, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, puis plus récemment les podcasts. En fin de compte, la musique c'est une histoire auditive, le cinéma une histoire visuelle et le livre une histoire mentale. Mais toutes ces histoires, l'humain les a développées pour en extraire une seule chose, la quintessence, les émotions. Les émotions nous aident à mieux comprendre qui nous sommes, et qui sont les autres. Chaque personne est un camailleux d'émotions à l'état pur. C'est d'ailleurs le fonds de commerce des géants des réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram et des médias. Car certaines émotions permettent vraiment de contrôler les masses. On sait que l'amour est formidable, il crée du désir. Donc on sexualise tout et n'importe quoi, surtout en publicité, jusqu'à ce qu'on se retrouve à acheter le futur ex-nouveau gadget à la mode, sans savoir pourquoi. If you had the shake weight in your hands right now, you'd feel the results before the end of this commercial. On sait aussi que la peur, bien qu'inconfortable, nous a permis de survivre dans la nature hostile, et de soumettre dans un capitalisme assez sournois. Les médias sociaux excellent dans cet art, parce que quand on ressent de la peur ou du stress, il y a deux options possibles, fuir ou combattre. Mais dans les deux cas, tu es extrêmement attentif. Donc on te montre une catastrophe au JT, puis on enchaîne avec des images de guerre. Ensuite, on te montre une vieille femme fripée qui explique qu'on doit réfléchir à une vocation professionnelle dès la maternelle, âge auquel on n'a même pas encore le concept de cause et de conséquence. On hésite soit entre devenir un hélicoptère ou Action Man. Ainsi, la peur te prend aux tripes, ainsi qu'une rage du fin fond des abysses face à l'ineffable visage de cette vieille gériatre prédémente. C'est à vous ces arbres-là ? Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés. Et paf, pub pour un nouveau gadget. I'm feeling it in my chest and my biceps and my triceps. Mais toutes les émotions ont un rôle. C'est pour ça qu'elles sont fondamentales pour faire une bonne histoire. Le deuil, lui, nous rappelle à quel point on a aimé. La honte, quant à elle, nous pousse à la remise en question. La joie, à l'inverse, montre qu'on est aligné avec nos valeurs. Mais il reste deux émotions qu'on refuse encore de vivre pleinement. La première, sans surprise, c'est la colère. Source de guerre, de crimes et de souffrance, elle est le vecteur suprême des passions déchaînées. C'est justement parce qu'on refoule en permanence cette émotion que la colère est une des émotions les plus puissantes pour créer des histoires captivantes. Car ainsi, on peut se permettre de vivre notre colère en haïssant un personnage fictif. Si les journaux télévisés captivent autant, c'est parce qu'ils appuient en permanence sur ces deux leviers, la peur et la colère. Et pourtant, la colère a un rôle, elle nous transmet un message. Elle dit « quelque chose dans ce que je vis ne colle pas avec qui je suis ou qui je veux être ». Une colère bien maîtrisée nous apprend à devenir presque des surhommes, parce qu'on prend conscience qu'on s'éloigne de notre route. Et une fois qu'on le sait, on peut la retrouver dans un calme olympien. Mais il y a une deuxième émotion qu'on veut encore plus éradiquer. Une émotion qu'on veut littéralement tuer. Je parle du tristement incompris, l'ennui. Si les émotions sont aussi nécessaires dans tout type d'histoire, c'est parce que sans elles, eh bien on se fait chier. Et apprendre à raconter des histoires pas trop chiantes, c'est ce que j'essaye de faire avec quelques difficultés sur cette chaîne YouTube. Mais comme tout, ça s'apprend. Le souci avec l'ennui, c'est qu'il est profondément subjectif. Je m'explique. Je suis introverti. Quand il pleut, mettre une chaise sur le pas de ma porte pour écouter les gouttes, c'est du bonheur divin. Et c'est un combo gagnant si en plus il y a un chat dans le coin. Pour une personne extravertie, une telle activité, c'est un ennui mortel, c'est même complètement incompréhensible. A l'inverse, aller au bar, parler à 15 personnes en même temps et finir au Macumba déguisé en poussin à danser la carioca, ça peut être l'extase pour un introverti. Pour un introverti, ça donne juste envie de boire un bon bol d'extrait de belladone.
Autre exemple qui me vient en tête, mais les histoires d'amour à l'eau de rose captivent en général bien plus les femmes. Les hommes, quant à eux, préfèrent des histoires de guerriers, seuls contre le monde, qui doit à tout prix survivre pour pouvoir protéger son cher et tendre chat. Même dans les jeux vidéo, en général, un joueur des Sims a plus de chances d'être une femme, Kiss a moi. et un joueur de Doom, un homme. Je répète, en général. Mais ce sur quoi tout le monde semble s'accorder, c'est qu'il faut tuer l'ennui. Symbole d'oisiveté, il est l'ennemi public numéro 1 dans une société capitaliste où le temps c'est de l'argent. Notre temps, ton temps. Si tu es là à m'écouter sur YouTube, c'est que tu offres ton temps à cette plateforme. Bon, vu mes compétences actuelles en montage et en storytelling, peut-être que l'ennui t'a déjà vaincu et que je parle tout seul depuis un moment. Plus sérieusement, le but de ces plateformes, c'est que tu y passes un maximum de temps. Elles sont en guerre les unes contre les autres. Ton attention doit rester rivée à un écran. Pour que tu donnes ton temps à un réseau et aux publicités qu'il contient. Pour qu'on génère du capital sur toi. Car rappelle-toi, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ton attention, ça vaut de l'or. Face à ça, l'ennui est intolérable. La société t'a élevé pour que tu fuis l'ennui comme la peste. Alors, tu attends ton enfant 5 minutes à la sortie de l'école, tu fais une partie Candy Crush. Tu prends le tram, tu évites les gens en te plongeant sur des vidéos courtes qui t'expliquent comment parler à des inconnus et en finir avec le célibat. Tu rentres complètement épuisé d'une journée de travail. Pas le temps de niaiser. Fais-toi livrer par un esclave moderne, tout en tweetant à quel point c'est scandaleux qu'on esclavagise des gens en Corée du Nord, pendant que tu suis très attentivement ton livreur sur ton écran. D'ailleurs, on fuit tellement l'ennui que si on a le choix entre la douleur physique ou s'ennuyer, on préfère la douleur physique. Tim Wilson de l'Université de Virginie et Dan Gilbert d'Harvard ont fait une expérience sur 55 étudiants. Au début, chaque étudiant était isolé dans une salle sans meubles ni fenêtres, mais avec de la musique et des images, et des décharges électriques. Les chercheurs ont ensuite demandé aux étudiants s'ils acceptaient de payer pour ne plus recevoir de décharge. 42 sur 55 ont accepté. On refait la même expérience en demandant aux étudiants de passer 15 minutes seuls simplement pour réfléchir, avec la possibilité d'appuyer sur un bouton pour recevoir une décharge volontairement. Tous l'ont fait, même ceux qui avaient accepté de payer plus tôt pour ne pas en recevoir. Un étudiant a fait péter le score en appuyant 186 fois sur le bouton. Dans ce mode de vie en hyper-attention permanente, on perd notre envie et notre capacité à maintenir l'attention. On essaye de devenir un multitâche alors que notre cerveau n'est pas fait pour ça. On fait plus de choses en même temps, mais on fait tout mal. Et si on arrêtait d'un coup par magie le temps et les écrans et qu'on te posait la question « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» il y a de grandes chances que tu bugs comme une chèvre. Et si tu te mets à réfléchir très vite, tu vas te faire chier comme un rat mort. Et si l'ennui était justement nécessaire pour que tu puisses répondre à « Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Peut-être qu'une certaine ministre devrait instaurer des cours d'ennui en maternelle pour éviter plus tard une armée de Spider-Man, de Reine des Neiges et de joueurs Fortnite, à moins que s'ennuyer elle-même ne lui fasse aussi du bien, histoire de ne pas dire trop de conneries. Et si l'ennui n'était pas l'ennemi à abattre, mais la bénédiction dont l'humanité a besoin pour se sortir de cette perte de sens totale. Quand on parle d'ennui, on pense automatiquement à des synonymes comme fainéant, paresseux, dépressif. Que des trucs hyper positifs en somme. C'est intéressant parce que ce mot est en réalité très récent. Il serait apparu uniquement à partir de la révolution industrielle. Avant ça, on parlait plutôt de crise existentielle. Le dictionnaire Robert propose plusieurs définitions du mot, mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Mélancolie vague, lassitude morale qui fait qu'on ne prend d'intérêt, de plaisir à rien. Donc, pour certains, l'ennui c'est littéralement ne rien faire, mais selon cette définition, c'est faire, mais sans plaisir ni intérêt. En fait, même aujourd'hui, on n'a toujours pas de définition claire de l'ennui, et on commence à peine à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Alors, faire ou ne pas faire, telle est la question. Mais a priori, cet état serait plutôt la conséquence d'un mental fatigué que d'une absence d'action. Et ce que la définition oublie, c'est le contexte. J'adore jouer de la guitare. Mais si j'en joue à 4h37 du matin en pleine semaine, ça sera pas très agréable. Je vais surtout ruminer à me dire « Je devrais dormir demain, je vais être éclaté au boulot et mes voisins vont finir par péter un plomb. » Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel ? Et si c'était ça l'ennui ? Pas un vide, mais un message du cœur qui te dit « Là maintenant, ce n'est pas ce que tu as de mieux à faire. » Et si son rôle, c'était pas de nous punir, mais de nous guider vers notre plein potentiel ? Aujourd'hui, on sait que l'ennui joue un rôle fondamental, surtout chez les enfants. Une psychologue d'un des foyers où j'ai travaillé me l'a expliqué un jour. C'est essentiel qu'un enfant s'ennuie, parce que s'ennuyer, c'est apprendre à s'occuper par soi-même. C'est apprendre à trouver des idées tout seul, sans qu'un adulte vienne combler le vide. Au final, ça développe une forme d'autonomie. Mais surtout, l'ennui apprend à gérer la frustration. Et ça, c'est un énorme problème chez beaucoup de jeunes et moins jeunes aujourd'hui. À cause de quoi ? De l'instantanéité. Tout est là tout de suite grâce au smartphone.
Savoir gérer sa frustration, c'est apprendre à dompter la colère, à la transformer. Et c'est ce qui permet de créer un monde intérieur riche. C'est ce moment où, soudain, une barre, des grenouilles, une colonie de fourmis deviennent complètement fascinantes. Et ce vieux bâton par terre devient une épée légendaire qui transforme le gamin le plus blasé en le plus grand chevalier de son imagination. Alors, quand un enfant lâche le fameux « je m'ennuie, je sais pas quoi faire », le mieux, c'est de le laisser s'ennuyer sans tablette. Mais attention, le sujet de cette vidéo, c'est pas les enfants, c'est nous les adultes. Parce que s'ennuyer quand on est adulte, c'est encore plus tabou. Un adulte qui s'ennuie, c'est un adulte qui ne travaille pas, et donc ne produit pas de capital. Il devient par définition un poids inutile à une société de fabrication et de consommation de masse. Par contre, des adultes qui s'ennuient ensemble, ça c'est une menace, car ils peuvent être susceptibles d'ouvrir les yeux, de réfléchir, et donc de se rebeller. Et on ne veut surtout pas ça. Comme disait Juvénal pour dénoncer la conduite de l'Empire romain envers le peuple, panem et circenses. Admire la qualité de l'accent latin, qu'on traduit souvent par « offrez-leur du pain et des jeux ». Aujourd'hui, il suffit d'offrir de la télé-réalité et du foot pour contrôler les humeurs. Savoir que Nabila n'a plus de shampoing et que le PSG a encore perdu, ça c'est important. Trêve de sarcasme, l'ennui dans tous ses aspects ne doit pas exister dans notre société. Alors on s'arrange pour le faire disparaître et empêcher la masse de penser. La vérité, c'est qu'on s'est arrangé pour que beaucoup d'adultes soient prisonniers de leur smartphone. Les gens n'ont plus de passion et le quotidien pour une majorité c'est faire un boulot qu'on n'aime pas, rentrer épuisé le soir pour finir par scroller en ruminant si on est célibataire. Et pour les couples, c'est regarder Netflix et ne même plus faire l'amour tant qu'on a suffisamment de wifi pour ne plus échanger ensemble. Pour aller mieux, redécouvrir qui nous sommes, on a besoin de redevenir créatifs. Qui sont les êtres les plus créatifs? Les enfants. Et qui sont ceux qui s'ennuient le plus? Encore les enfants. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Aujourd'hui, les psychologues ne se contentent plus d'étudier l'ennui chez les enfants, ils se posent aussi cette question pour nous. Et si l'ennui était le moteur de la créativité? Dans son livre « L'ennui nous sauvera », la journaliste Manouche Zomorodi part d'un constat simple. Nous vivons à une époque où notre attention n'a jamais été autant sollicitée. Elle s'en rend compte sur elle-même quand un jour elle réalise que sa créativité a disparu. Elle n'arrive plus à écrire ses articles et elle n'a jamais de pause dans son planning. Jusqu'au jour où elle tombe enceinte et doit arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé. Elle se retrouve du jour au lendemain à vivre moins intensément, à devoir faire des promenades en poussette qui n'en finissent pas, des siestes, et juste être là pour s'occuper de son enfant. À ce moment-là, elle réalise quelque chose. Sa créativité revient au galop. Dans ces moments de calme, les idées affluent. Intriguée par cette expérience, elle décide de prendre le taureau par les cornes. Elle lance un grand programme nommé Bold and Brilliant en cherchant des volontaires et en partenariat avec des scientifiques pour répondre à cette question. L'ennui peut-il raviver la créativité? Dans la première phase de son programme, elle met en place des défis sur plusieurs semaines. Un point clé est de réduire drastiquement les distractions. Avec le temps, elle reçoit de nombreuses lettres de participants affirmant qu'ils ont enfin retrouvé le temps de faire des choses qu'ils aimaient et qu'ils avaient mises de côté depuis trop longtemps. On pense en fait que lors d'activités comme repasser, plier le linge, vider le lave-vaisselle ou méditer, le cerveau s'éteint. Mais en réalité, notre cerveau n'est jamais en train de rien faire. Pendant ces tâches, il tourne à plein régime. Il entre dans ce qu'on appelle le mode par défaut. Dans son livre, Zomorodi explique que notre cerveau a deux grands modes de fonctionnement, encore peu étudiés, car au final, l'imagerie cérébrale est récente dans l'histoire humaine. En premier, il y a le mode exécutif de l'attention. C'est celui qu'on utilise pour les tâches qui demandent de la concentration, faire des mathématiques, faire des mots croisés. Au final, aujourd'hui, avec toutes nos sollicitations, on reste presque tout le temps coincé dans ce mode. Et puis, il y a le mode par défaut. C'est celui qui s'active quand on laisse notre esprit vagabonder ou quand on médite. Et lui aussi, en fait, il carbure, mais d'une autre façon. Le neuroscientifique Jonathan Smallwood l'explique. D'un point de vue scientifique, le cerveau qui rêvasse est fascinant à observer. C'est de la pensée pure, sans interaction avec l'extérieur. On est incapable d'expliquer ce phénomène. Quand vous ne faites rien, vos pensées continuent. Vous générez des idées sans objectif particulier. Ce mode par défaut, c'est ce qu'on appelle aussi la rêverie. Ce moment suspendu où pendant quelques secondes, on est parfaitement là, le regard vague, aucun stress, juste la joie d'être. Et extérieurement, la personne en face de vous dans le tram pense juste que vous la fixez comme un psychopathe. Et là, c'est le drame. On est systématiquement arraché à cet état par Didier, le bavard trop tactile qui vous fracasse les cervicales d'une tape dans le dos en lançant un grand « Bah alors, on rêvasse ?» Ah oui, là je rêve de cramer ta famille maintenant. Ne faites pas ça. Cet état de rêverie, c'est le seul moment qu'on offre à notre esprit pour vagabonder, au sens littéral du terme. C'est ce qu'on ressent sous la douche après une grosse journée quand soudain, l'idée du siècle nous traverse. Une illumination soudaine, une intuition géniale. Et ça, on l'a tous vécu ce moment. Finalement, armé de sa curiosité, Zomorodi cherche ce que dit la science. Et la science valide. Une expérience l'illustre très bien. On prend un groupe de personnes, on leur demande de recopier pendant 20 minutes des numéros d'un annuaire. Un autre groupe, lui, peut vaquer à ses occupations. Ensuite, on demande à chacun des groupes d'imaginer des utilisations possibles pour 2 gobelets en plastique. Résultat,
Une différence très très faible. Peu d'idées, les deux groupes sont aussi peu inspirés en fait. Constat étrange, alors finalement on recommence. Mais cette fois, au lieu de recopier des numéros, on demande aux participants de juste les réciter à voix haute. Parce qu'écrire demande de la concentration, mais réciter, ça demande aucun effort. Là, la tâche devient chiante à en crever, et la surprise. Quand on demande des idées d'utilisation pour des gobelets, le groupe qui s'est vraiment ennuyé sort beaucoup plus d'idées, et surtout des idées beaucoup plus créatives. Les gobelets ne sont plus seulement des contenants, ils deviennent des téléphones, des boucles d'oreilles, des lunettes, des instruments de musique, des imitations pour des soutiens-gorge de Madonna. En gros, une grande inspiration est créée à travers l'état d'esprit de chacun. Angleterre, aux alentours de 1930. Cela fait environ 10 ans que notre protagoniste est professeur d'anglais à l'université de Leeds. Ses talents d'écriture et de capacité à transmettre son savoir lui permettent alors d'enseigner, en plus de cela, le vieil anglais à l'université d'Oxford. Dans les rares moments de tranquillité qu'il s'accorde, il écrit de petits poèmes, juste comme ça, pour coucher ici et là quelques élans lyriques qui emportent son esprit. Mais bon, il a énormément de travail après tout. Ce soir-là, après des années de carrière, notre professeur se trouve éreinté par une tâche dantesque. Corriger un énorme tas de copies, conséquence d'un examen important pour ses élèves. Après toutes ces années, il lui arrive par moments d'être franchement blasé par cette tâche ingrate. Mais il faut bien le faire, comment offrir un retour aux étudiants et leur donner l'occasion de progresser autrement ? Alors, sans entrain, il s'installe à son bureau et commence la correction d'une première copie. Le temps semble figé, puis il y a tellement à lire, mais il faut rester concentré. Au cours de la nuit, il a corrigé plusieurs copies, mais la deadline est trop serrée, il doit absolument terminer avant le matin. Alors qu'il a cessé de compter le nombre de copies corrigées et celles qu'il reste, il pioche dans la pile. Et voilà qu'il en tire une copie blanche. Probablement déçu par le travail inexistant de cet élève, il regarde cette feuille vide. Et au sommet de l'ennui, peut-être par désespoir, il se met à griffonner quelques mots pour fuir ce monstre qui le ronge. Dans un trou vivait un hobbit. C'est ainsi que J.R.R. Tolkien expliquera à la BBC en 1968 qu'en voyant cette copie blanche, il se dit « Quelle chance, rien à lire !» Puis sans comprendre d'où venait l'idée, il se met à écrire les premières lignes de Bilbo le Hobbit. C'est dans un ennui profond que naquit le Seigneur des Anneaux. Autre anecdote, 1990, toujours en Angleterre. Décidément, il doit y avoir un truc dans l'air british. Une jeune secrétaire de 25 ans doit faire un long trajet en train. 4 heures à rester assise, à ne rien faire, à écouter le cliquetis incessant des essieux sur les rails. Sans crier gare, sans faire un mauvais jeu de mots, alors qu'elle perd peu à peu son âme face à l'ennui, qu'un paysage défilant ne suffit pas à dissiper, elle se surprend à imaginer l'histoire d'un petit garçon qui découvre être un sorcier et part étudier dans un château. Arrivé à Londres après 4 heures de trajet, J.K. Rowling a désormais la trame de ce qui deviendra Harry Potter. Notre bon vieux Isaac Newton, ennemi fatal des créationnistes, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Se trouvait tranquillement affalé sous un arbre, en osmose totale avec la quintessence de l'ennui, lorsqu'il se prend une pomme sur la tronche. Et c'est ainsi que d'après certains, il inventa la gravité. Parce que oui, c'est bien connu. Avant lui, nous étions tous de fiers Saiyans capables de léviter à toute vitesse et de balancer des Kamehameha du Seigneur. Ces exemples ne sont qu'un petit nombre parmi une vaste ribambelle, et je suis convaincu que toi aussi, dans des moments d'ennui profond, tu t'es surpris à avoir des idées de dingue. Personnellement, j'ai eu l'idée de cette chaîne YouTube lors d'une nuit d'insomnie, chose qui n'est pas rare chez moi. Après plusieurs heures à tourner dans mon lit, désespéré par l'ennui, en espérant que le sommeil vienne, je me suis dit « Il y a trop de clichés d'incompréhension envers les introvertis, parlons-en sur YouTube ». Sauf que là, pour la première fois de ma vie, j'ai suivi cette idée. Reste à voir où cela me mènera. Selon le docteur, je m'excuse pour la prononciation, Wijnand van Tilburg, de l'université de Southampton, l'ennui a un intérêt du point de vue de l'évolution humaine. C'est justement parce que nos ancêtres s'ennuyaient dans des grottes, en plus de se faire déglinguer un par un par des tigres à dents de sabre, qu'ils se sont dit « et si on allait explorer autour ?» C'est l'ennui face à une tâche qui a poussé à réfléchir à comment la simplifier. Ainsi sont apparus les outils, puis avec le temps, la trottinette électrique. Un autre point important d'un point de vue évolutif, si l'ennui n'existait pas et qu'on restait en extase sur tout comme des enfants, on ne serait probablement plus là. Si nos ancêtres étaient restés béats d'admiration devant une pluie ou une poule sauvage, eh bien l'espèce aurait vite disparu. Outre l'aspect évolutif, sur le plan du développement personnel, on a compris que l'ennui est le berceau de la créativité. L'hypothèse du docteur Sandyman, c'est que, quand on s'ennuie, on cherche un stimulant qu'on ne trouve pas dans notre environnement immédiat. Pour le philosophe Andreas Elpidorou, l'ennui provoque la recherche d'un nouvel objectif quand on ne trouve plus de satisfaction, de sens ou d'attractivité dans ce que l'on fait. L'ennui agit comme un double signal. Premièrement, nous ne sommes pas en train de faire ce que nous voulons, et deuxièmement, il est temps de changer d'objectif ou de projet. L'ennui nous permet donc de nous reconnecter à nous-mêmes, de développer notre créativité et par son pouvoir d'introspection, de mieux nous connecter aux autres en nous rendant plus altruistes. Il aurait d'ailleurs d'autres bienfaits.
baisse du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et l'amélioration du sommeil. Peut-être est-il temps pour nous tous de stopper cette addiction collective à la dopamine et de nous redécouvrir mutuellement. Cependant, attention, la rêverie que procure l'ennui doit rester ponctuelle. Car trop rêvasser, au final, revient à ne rien faire. La petite dose, ça peut changer ta vie. J'espère que l'ennui provoqué par cette vidéo interminable t'a permis de trouver le projet de ta vie ou au moins une révélation passagère.